Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Astrid Cyranosian qui vient nous présenter son nouvel album Invisible au pluriel. Bonjour Astrid. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Vous êtes native de Lyon où vous débutez vos études de violoncelle. Vous obtenez à 18 ans votre diplôme d'études supérieures avec les félicitations du jury. C'est en Suisse, au Conservatoire supérieur de Bâle, que vous achevez votre formation dans la classe d'Ivan Monighetti. En 2015, vous êtes invité pour 3 années en résidence artistique à la chapelle musicale Reine-Élisabeth ainsi qu'à la Fondation Singer-Polignac. Premier prix et plusieurs fois prix spécial du concours international Penderecki, vous vous produisez aux côtés de Simon Rattle, Martha Argerich, Yo-Yo Ma, Kirill Gernstein, Elena Bashkirova, Emmanuel Pahut et sur les plus grandes scènes comme la Philharmonie de Paris, Carnegie Hall à New York, le Musikverein de Vienne ou le Walt Disney Hall à Los Angeles. Depuis 2015, vous assurez la direction artistique des Musicades, festival de votre ville natale, de Romans-sur-Isère. Vous créez en 2019 la mission Spidak Sevan, qui vient en aide aux enfants au Liban et en Arménie grâce à la musique. En 2023, vous devenez la directrice artistique du festival de violoncelle Adèle Clément dans la Drôme. Depuis 2024, vous avez pris la direction du festival Nadia et Lily Boulanger à Trouville. Vous enseignez au Conservatoire national supérieur de musique et danse de Paris, ainsi qu'à l'école normale Cortot. Je vous propose de débuter notre entretien en écoutant votre interprétation du Molto Allegro, 3e mouvement du concerto pour violoncelle en la mineur de Camille Saint-Saëns. La Philharmonie de Westphalie du Sud est placée sous la direction de Nabil Sherhata.
Alto Allegro, troisième mouvement du concerto pour violoncelle en la mineur de Camille Saint-Saëns. La Philharmonie de Westphalie du Sud était placée sous la direction de Nabil Cherhata. Dites-nous, Astrid, venez-vous d'une famille de musiciens? Oui, alors je viens d'une famille de musiciens, puisque mon père était directeur d'un conservatoire à Romans-sur-Isère. Il était pianiste, chef d'orchestre. Et j'ai grandi avec une grande sœur, Chouchane, qui est violoniste. Donc c'est vrai que la musique était un peu comme une langue un peu paternelle, qui a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé très très jeune à jouer avec un violon. Et puis à l'âge de 4 ans, j'ai décidé d'être assise. Voilà, j'ai fait une grande révolution dans ma vie. Je supportais pas le fait d'être debout et d'avoir mal au cou comme ma sœur. Donc j'ai voulu être assise et j'ai demandé un gros violon. Donc j'ai commencé le violoncelle comme ça, à l'âge de 4 ans. C'est vrai que j'ai découvert plus tard que la musique n'était pas forcément un langage qui était courant dans toutes les familles. Mais moi, j'ai cette immense chance, voilà, d'avoir eu à la fois mon père directeur du conservatoire et puis aussi du côté de ma mère, puisque je suis d'origine arménienne. Il y avait beaucoup de musique populaire également. Donc voilà, j'ai vraiment baigné avec ces deux pans de musique qui font vraiment partie de mon identité, à la fois la musique savante et à la fois la musique populaire. Alors, est-ce qu'on a le choix d'être autre chose qu'un musicien lorsqu'on vient d'une famille de musiciens? En tout cas, j'avais le choix. Si j'avais eu envie de faire quoi que ce soit, On simplement, vous aurait pas fait la tête. pas du tout. Simplement, on m'aurait dit de faire la seule chose, il fallait faire bien les choses. Voilà, c'était une condition dans ma famille. Il n'y avait pas de place à la médiocrité. Il fallait faire tout bien. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, j'ai toujours la chance d'ailleurs d'aimer profondément la musique et de trouver que c'est un travail, si on peut dire un travail, une passion, travail qui a énormément à donner et à nourrir et à inspirer quotidiennement. Donc voilà, en tout cas, si j'avais eu envie de changer de parcours, j'aurais pu, mais je n'en ai vraiment jamais eu envie. Vous n'avez pas souffert des contraintes que cela impose d'apprendre si tôt l'instrument? Je n'ai rien connu d'autre, donc finalement, je ne peux pas vraiment vous dire. Par contre, je crois que d'avoir eu une idée très tôt de ce que je voulais faire dans ma vie m'a fait gagner peut-être beaucoup d'années. J'ai fait très vite beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup d'avance. Je suis partie à l'âge de 14 ans de chez mes parents. J'ai eu l'impression de... Mais du coup, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies. Vous évoquiez tout à l'heure mes études à Lyon, en Suisse, à Bruxelles, à Waterloo. Voilà, j'ai eu l'impression d'avoir plein de vies et finalement, je trouve que c'est une richesse incroyable de pouvoir, à travers la musique et d'avoir finalement ce lien quotidien. L'instrument, c'est quand même peut-être aussi quelque chose c'est un moyen d'être toujours raccroché à quelque chose, le violoncelle, et donc de se balader, de rencontrer beaucoup de diversité, de parler plusieurs langues. En tout cas, moi, je prends ça vraiment comme une richesse. J'ai l'énergie je pense aussi naturellement, qui m'a été donnée par ma famille et puis par mon entourage. Donc, non, je ne sais pas si j'aurais été plus heureuse. En tout cas, je n'ai jamais eu l'impression de passer à côté de quoi que ce soit dans ma vie. Alors, quels étaient les héros musicaux de votre jeunesse? Les héros musicaux, il y a eu Jacqueline Duprat quand j'étais enfant. Voilà, Jacqueline Duprat, Rostropovitch, Daniel Barenboim, avec qui j'ai eu la chance de travailler. D'ailleurs, c'est toujours une émotion pour moi de travailler avec lui parce que j'avais ses albums quand j'étais enfant. Yo-Yo Ma. Ouais, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de violoncelle enfant. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de violoncelle. Un peu plus tard, après, j'ai découvert beaucoup de violoncelle, beaucoup de piano aussi. Horowitz, troisième concerto de Rachmaninoff. Je pense que j'ai dû écouter à peu près 150 000 fois cet enregistrement. Après, il y a eu la musique jazz. Il y a eu, voilà, je me suis un peu ouverte, mais écouter de la musique, aller au concert m'ont vraiment beaucoup, beaucoup nourri et ça a été un passe-temps assez incroyable. Je n'avais pas de télé, j'ai jamais eu la télé. Donc voilà, j'avais un lecteur avec des disques, donc je pouvais écouter des disques dans ma chambre. Et voilà, le violoncelle, j'ai toujours aimé écouter du violoncelle. Maintenant, beaucoup moins. Mais enfant, je me suis vraiment, vraiment nourrie de la patte sonore de grands, grands violoncellistes. Alors aujourd'hui, vous êtes professeur au Conservatoire national supérieur de musique et danse de Paris. Quel message principal cherchez-vous à transmettre à vos étudiants? Le respect de la musique. Je pense que la musique, il faut la servir et non pas s'en servir. Dans l'époque que nous traversons actuellement, surtout pour les générations qui sont plus jeunes que moi, je pense qu'il y a vraiment une forme de rigueur, une forme de respect à tenir. Voilà, moi je pense que... Alors,
entre ma génération et la génération d'étudiants. Il y a un fossé parce qu'il y a eu toute l'ère des réseaux sociaux. Moi, j'ai découvert les réseaux sociaux, j'avais 20 ans. Mais ceux qui ont grandi avec les réseaux sociaux, avec la célébrité en 3 clics, avec aussi le fait d'être sollicité constamment, d'avoir tout sous la main, bien finalement, je trouve qu'il faut apprendre que c'est une chance. En fait, on peut se servir de tous ces outils-là de manière intelligente, mais la musique demande une concentration. La musique, c'est du temps long, et c'est tout ce qui ne fait finalement plus trop partie de notre société. C'est un apprentissage aussi artisanal, en fait, finalement. Quand on travaille une matière comme un violoncelle ou n'importe quel instrument, il y a un travail artisanal, un renouvellement quotidien. Et je pense que moi, j'aime ce travail. J'ai toujours été fascinée par ce travail et ça fait partie vraiment des fondements de mon enseignement. L'inspiration et tout ce qui vient après font partie, mais de construire la technique au service de la musique et d'essayer de ne pas faire de concessions musicales pour des problèmes techniques, c'est un plaisir qu'il faut réussir à trouver. Parce que finalement, beaucoup travailler et se donner les moyens de réaliser ce que l'on veut faire musicalement, c'est se donner beaucoup de liberté. Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu des professeurs qui ont été très durs avec moi, mais je les remercie tous les jours parce que finalement, de se faire mal quelque part, évidemment, nullement se faire mal, ni psychologiquement, ni mentalement, mais disons, ne pas rester dans un confort et aller puiser dans les ressources naturelles que nous avons chacun en nous, eh bien, tout cela, surtout quand on est jeune et qu'on a les capacités et l'énergie de le faire, quand on grandit, eh bien, ça donne beaucoup de liberté et en tout cas, voilà, c'est le discours que j'essaye de transmettre et surtout, évidemment, quelque chose d'essentiel, c'est de préserver notre individualité, notre personnalité, donc pour cela de vivre et de s'entourer de personnes qui nous font du bien. Alors justement, vous l'évoquiez précédemment, où est la frontière entre servir une partition avec de la créativité et se servir de la partition pour se mettre simplement en valeur? Déjà, c'est de bien lire une partition. Il y a beaucoup de choses écrites sur une partition. Simplement, déjà, si on respecte ce qui est écrit, c'est déjà énorme. À partir du moment où on part du principe qu'on est au service d'un compositeur, un peu comme des avocats, j'ai l'impression de temps en temps que finalement, on défend, en fait. On est là, sur scène. Moi, j'aime beaucoup aller vers des répertoires un peu rares, comme le dernier album Invisible, parce que ce sont des répertoires, quelque part, plus durs à défendre, parce qu'ils ne sont pas connus. Et ce qui me plaît, c'est de les mettre au même niveau que les plus grandes œuvres du répertoire connu. Finalement, une musique, elle a la valeur qu'on lui donne. Une très belle partition de Beethoven, très mal jouée, beaucoup moins quelque part d'intérêt. Et ça, c'est un peu dramatique, mais finalement, notre métier d'interprète, c'est de donner de la valeur et de défendre du mieux possible n'importe quelle partition. Alors, au bout d'un moment, on peut choisir ou non de défendre telle ou telle œuvre, mais je trouve que, en tout cas, cette richesse d'interprétation, sans s'oublier, mais en partant du principe que on est au service d'un compositeur. Si cela ne convient pas à l'interprète, il a tout à fait la liberté de composer aussi. C'est exactement, je pense que chacun doit s'épanouir dans la place qu'il a dans la société. Si on décide d'être interprète, il faut faire ça à fond. On a toujours le choix de ne pas l'être. Mais en tout cas, si on décide de monter sur scène et d'avoir cette grande chance et cette grande liberté de pouvoir présenter des programmes musicaux, de faire de la musique un métier, de gagner sa vie avec la musique, il y a une certaine forme de respect vis-à-vis du compositeur et puis évidemment vis-à-vis du public. Alors je vous propose de poursuivre en écoutant l'allegro de la sonate en fa mineur de Marcel Soulage. Notre invité Astrix Cyranocian est accompagné de Nathaël Gouin au piano.
L'allegro de la sonate en fa mineur de Marcel Soulage, notre invité Astrix Cyranosian, était au violoncelle, Nathanaël Coin était au piano. Un extrait d'un nouvel album intitulé Invisible qui paraît chez Alpha Classique. Alors Astrix, qui était Marcel Soulage? Marcel Soulage, c'est une compositrice absolument incroyable qui est née au Pérou, qui est décédée en France. Elle était pour moi complètement inconnue jusqu'à ce que je découvre avec Nathanaël la partition de sa sonate pour violoncelle et piano qui nous est un peu arrivée entre les mains. On nous a dit, c'est la fondation Royaumont avec la bibliothèque Lagrange Fleuret à Paris qui nous ont dit, voilà, on a cette partition. Est-ce que vous voulez bien lire? Et puis on verra. Si c'est chouette, on pourra organiser un petit concert. Et on a lu avec Nathanaël cette pièce. On s'est dit, mais c'est incroyable. Je vais pas vous mentir. Quand on a eu la partition, on s'est dit, bon, c'est encore une pièce retrouvée d'une compositrice. Bon. Et en fait, on s'est dit, mais c'est extraordinaire. Et alors, c'est là où le travail d'interprète devient très émouvant parce que finalement, c'est là où le travail de la création prend sens, parce que cette partition, tant qu'elle a été écrite, mais tant qu'elle a été fermée, et dans une bibliothèque, elle n'existait pas. Donc on lui a donné vie avec Nathanaël. Nous avons adoré cette musique. Moi, je trouve qu'il y a des passages dedans qui font de cette sonate peut-être, avec la sonate de Jean Crass aussi, peut-être les plus grandes sonates pour violoncelle et piano de musique française. Marcel Soulage a écrit aussi sous des pseudonymes, sous un pseudonyme masculin. Elle est surtout connue pour avoir écrit le Que sais-je sur le solfège. Elle était élève de Nadia Boulanger. Nadia Boulanger, nous avons publié un album avec Nathanaël autour des élèves de Nadia Boulanger. Donc ça nous plaisait aussi de continuer un petit peu ce parcours des élèves de Nadia Boulanger. Pour l'instant, nous sommes les seuls à avoir la partition. Mais nous espérons que les éditeurs veuillent bien rééditer la partition et puis que cette partition et cette sonate puissent rentrer dans le répertoire classique des violoncellistes. Alors, cette sonate fait partie d'un album Invisible. Comment en avez-vous conçu le programme? Eh bien, encore une fois, c'était un travail. Moi, je trouve que quand on est musicien, il faut croiser il faut travailler avec des musicologues, il faut travailler avec des fondations, il faut travailler avec des fonds instruments, des fonds, des bibliothèques. En fait, il faut pas rester cloisonné dans son métier de musicien, encore moins de violoncelliste. Il faut s'ouvrir parce qu'on se nourrit en fait de tous ces corps de métier. Et donc, étant en lien avec des musicologues qui font des recherches. Ils nous ont donc, quand on a découvert la sonate de Soulage, et ils nous ont dit, dans le fond aussi, on a les sonates de Jean Crass et puis Pierre-Octave Ferroux. Puis on a lu, on s'est dit, mais c'est génial. En fait, on connaît un peu Jean Crass, on connaît un peu. Pierre-Octave Ferroux, pas du tout. Marcel Soulage, absolument pas. Donc, quelque part, on s'est dit, mais c'est génial. On va faire un concert, mais c'est pas suffisant. On a envie de partager cette musique. Donc voilà, est né le projet de cet album qu'on a appelé Invisible parce que c'était des compositeurs qui avaient été invisibilisés. On trouvait ça voilà, rigolo de donner ce titre qui finalement n'est pas un mensonge sur le programme musical. Également, c'est un album qui nous a beaucoup plu à faire avec Nathanaël parce qu'il n'est question que de musique. On n'est pas sur un album conceptuel, on est simplement dans un partage d'œuvres musicales qui nous ont touchés et que l'on trouve incroyablement excitant d'apporter sur scène et de faire découvrir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre partenaire, Nathanaël Coin? Alors Nathanaël, nous nous sommes rencontrés à la chapelle Reine-Élisabeth. Cette année, ça va faire 10 ans. Nous nous sommes rencontrés parce que la chapelle, c'est un outil formidable pour rencontrer des musiciens, faire de la musique, d'avoir le temps d'être en fait dans cette chapelle, d'avoir pas grand-chose d'autre à faire. Et Nathanaël, on s'est rencontrés comme ça. On a commencé à jouer. Et puis ensuite... moi, je suis très fidèle dans les relations amicales, humaines et musicales que je peux avoir. Et
Nathanaël, c'est un musicien, un pianiste incroyable qui a fait beaucoup de voix piano également, qui est compositeur, voilà, aussi. Donc, puis c'est un ami et ce que l'on aime vraiment, nous sommes animés par cette même amour, passion que nous avons commencé tous les deux très jeunes. Peut-être que ça aide aussi parce que la musique, c'est vraiment un langage. On n'a pas besoin vraiment d'en parler pour comprendre ce que cela signifie pour nous. Mais on a cet amour de la découverte, cet amour, on adore travailler. Et surtout, on adore travailler ensemble. La musique de chambre, c'est aussi c'est pas que de se supporter en concert, c'est d'apprendre à grandir et à travailler et à faire progresser le travail ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très précieux. En tout cas pour moi d'avoir avec Nathanaël, c'est pas mon accompagnateur, c'est vraiment avec lui. Quand on joue, on donne vie au piano violoncelle à une seule unité. Et ça, c'est assez incroyable finalement. Là, ça va faire 10 ans, le temps passe vite. Mais quand on voit le parcours et surtout quand on rejoue des œuvres qu'on a jouées tout au début, on voit toute cette quelque part le fait de peaufiner. Alors c'est peut-être pas forcément audible. C'est des tout petits détails, c'est minime. Mais quel plaisir, en fait, de pouvoir avoir des compagnons, en tout cas lui, avec lequel on grandit, on se grandit, tout en gardant toujours quelque part cet esprit d'enfance et de découverte et d'amour de la musique. Alors, je vous propose de vous écouter à nouveau dans l'Adagio, troisième mouvement de la sonate de Jean Crass. Notre invité, Astrid Cyranossian, est au violoncelle, Nathanaël Gouin est au piano.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical, l'Adagio, troisième mouvement de la sonate de Jean Crass. Notre invité, Astrid Cyranossian, était accompagné de Nathanaël Gouin au piano. Alors Astrid, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité la possibilité de nous faire découvrir un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre? Alors, je vais vous faire découvrir un album. Ça fait partie d'un album que ma grande sœur Chouchan, a enregistré avec l'Orchestre baroque de Venise et Andrés Marcon à la baguette. Il s'agit du troisième mouvement du concerto en ré majeur de Veracini. J'ai envie de vous faire découvrir cela parce que Chouchan, c'est ma grande sœur. Nous avons grandi dans le même foyer et nous avons toutes les deux en fait des parcours musicaux très différents. Le socle commun, c'est d'avoir d'avoir toujours une envie et un besoin de toujours être au service de la musique, mais nous avons des parcours et des répertoires très différents. Et ça aussi, je pense que c'est important de le souligner, c'est que on peut être frère et sœur, mais on peut aussi, ce qui est important, c'est de cultiver son jardin, c'est de cultiver ses envies. Et puis voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour ma sœur. Dans ce mouvement, elle a à peu près écrit toutes les cadences. Elle a des capacités incroyables d'improvisation, elle a une virtuosité. Voilà, donc c'est toujours un bonheur pour moi de partager ces notes et voilà, des moments musicaux, en tout cas, qu'enregistre ma sœur. Alors nous écoutons Chouchan maintenant.
C'était Shushan Siranossian dans le 3e mouvement du concerto pour violon en ré majeur de Veracini. Elle était accompagnée de l'orchestre baroque de Venise sous la direction d'Andrea Marcon. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Astrid d'avoir Merci accepté à notre vous. invitation. Merci à Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.